Voilà, bien oui, nous sommes une grande famille et c'est normal que nous rions ensemble aussi. Ce sont des histoires sérieuses, bien sûr, mais qui sont aussi joyeuses. Eh bien, je voudrais vous exprimer toute la joie que j'ai devant ce public si nombreux ce soir. Beaucoup d'amis, de soutien et puis de personnes que je ne connais pas, mais nous sommes ici pour nous rencontrer, pour faire connaissance. Vous m'entendez assez bien, ça va ? Voilà. Je suis venue ici vous partager avec vous une expérience de vie, une expérience de cœur qui dure maintenant depuis un bon moment, au moins 15 ans. Cette expérience a évolué dans le temps, mais elle est maintenant formalisée, je dirais. Elle est dans sa forme définitive. Je ne savais pas trop comment l'appeler, et donc j'ai fini par l'appeler lecture d'âme à travers l'aura. Voilà, et je vais m'en expliquer longuement auprès de vous. Donc, il va y avoir un aspect un petit peu généraliste à cette conférence, puisque dans un public, il y a des personnes qui ne savent pas du tout de quoi on parle quand on parle de l'aura, et puis il y en a qui savent très bien, donc on va faire un équilibre, et je vais quand même donner quelques généralités, de façon à ce qu'on sache que quand on parle de l'aura, on ne parle pas de magie, ou de choses qui ne seraient pas éventuellement scientifiques. Ça pourrait être un alibi, mais ce n'est pas juste. Parce que ce que je vais vous démontrer, c'est que la science, en fait, parle de ce sujet depuis fort longtemps. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller sur mon site. Je m'appelle donc Marie Cavarero. J'ai commencé ce chemin très jeune, globalement à l'âge de 20 ans, peut-être même avant. Donc j'en ai un petit peu plus. Allez, je ne vais pas dire combien de plus, mais un petit peu plus quand même. Beaucoup d'expérience sur ce chemin, donc où je suis devenue sophrologue, enseignante de yoga de l'énergie, maître de Reiki, aura-thérapeute, et puis où petit à petit, j'ai retrouvé cette faculté de médiumnité qui me permet d'accueillir, de recevoir des messages du plan vibratoire de l'âme. Je vais m'en expliquer maintenant. Et assez souvent des disparus. Voilà, dans le cadre de ces rencontres. Comme dans tout chemin de vie, eh bien, il a commencé par des événements plus ou moins difficiles, dont une maladie très jeune, qui a failli me priver de ma voix. Et VOIX, une maladie de la gorge, et c'est à partir de cette maladie que j'ai fait ce long chemin et j'ai été bien protégée parce que toute ma vie j'ai parlé aux gens, voilà, soit à travers les conférences, soit à travers les cours, soit à travers les consultations, soit à travers le chant. J'ai toute ma vie vécu avec ma voix, voilà, donc ce chemin de guérison qui a été le mien, un chemin vraiment très intense, eh bien, il a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, bienvenue à chacun et chacune. Nous vous remercions d'être là, chacun et chacune, et d'avoir participé, chacun à votre façon. Ça commence bien. Bon, passe-les-moi, va. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'effet Kirlian. Je pense que vous connaissez l'effet Kirlian à peu près tous et toutes. Non. Bon. La première photographie que nous avons eue de l'aura date des Russes, de Semyon Kirlian. C'était au milieu du siècle dernier, je crois, et par un procédé particulier de projection électrique sur des corps vivants, eh bien, il a commencé à photographier des auras. Là-haut, on a un doigt, ici, on a une feuille, etc. Il faut savoir que les Russes ont été les premiers vraiment dans ce domaine, à des fins notamment d'aérospatiale, mais ils ont vraiment été des précurseurs et ça date déjà du siècle passé. Ils ont été aussi les premiers à expérimenter tous les appareils de physique quantique
comme le bioscan ou le physioscan, puisqu'en envoyant des astronautes dans l'espace, ils se sont rendus compte que les molécules chimiques ne les soignaient pas. Donc ils avaient besoin d'autres appareils pour se soigner dans l'espace. Voilà. Donc ça, je ne vais pas détailler. Effet Kirlian, c'est à peu près les premières photos d'aura qu'on a, et vous aurez des détails. Vous pouvez avoir plus de détails sur Internet. Je vais vous parler de Barbara Ann Brennan. Alors je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, qui la connaît? Voilà. Barbara Ann Brennan, je me suis beaucoup appuyée sur elle. Ça fait plus de 25 ans que je l'étudie. C'est une dame extraordinaire qui a été physicienne à la NASA. Et bien, toute petite, elle voyait les auras. Et elle nous a donné 2 ouvrages extraordinaires, Guérir par la lumière et Le pouvoir bénéfique des mains. Voilà, dans ces 2 ouvrages, elle relate toute son expérience. Elle donne des enseignements vraiment fabuleux au monde, puisqu'elle est traduite dans 22 langues. Il y a ces livres là-bas sur ma table. Là, j'ai fait une table exprès avec les livres. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur Barbara Ann Brennan dans mes exposés, parce que je considère qu'il est très important de parler au public avec des références, vous voyez. Sans ça, on peut un petit peu raconter n'importe quoi. Donc là, nous avons des références très très sérieuses avec Barbara Ann Brennan, et aussi avec Lyne McTaggart, qui a écrit L'univers informé. Voilà. Donc je vous présente cette grande dame. Si vous ne la connaissez pas, je vous souhaite vraiment pour 2018 de la rencontrer dans ses ouvrages. Voilà, donc elle nous parle du champ d'énergie universelle. Ce champ sature tout l'espace, les objets animés et inanimés. Il les relie et s'écoule de l'un à l'autre. C'est un champ entièrement organisé en lieux géométriques, pulsations, points lumineux et spirales. Ce champ peut se toucher. Il peut se ressentir, il peut se voir. Tout changement du monde matériel est devancé par une modification de ce champ. C'est là une des applications de l'aurathérapie. En aurathérapie, nous pouvons voir des maladies qui sont déjà installées dans le champ aurique, et c'est très utile parce que ça évite qu'elles viennent jusqu'au plan physique. C'est une des applications de l'aurathérapie. S'associe toujours à une forme de conscience allant du développement extrême au niveau le plus primitif. Sur Terre, eh bien, c'est pas difficile, nous le constatons. Nous avons des degrés de conscience très 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 évolués et des degrés de conscience très très barbares, très primitifs. C'est ainsi, ça fait partie de la manifestation. La conscience hautement développée est liée aux plus hautes vibrations et au niveau d'énergie supérieure. Le champ d'énergie universelle ne cesse de fabriquer de l'énergie. L'univers est en totale expansion. Je crois qu'il grandit de 70 km toutes les secondes, peut-être quelque chose dans ce genre. Il ne cesse de fabriquer de l'énergie telle une corne d'abondance. Peut-être serons-nous un jour capables de fabriquer une machine qui puiserait dans le champ d'énergie universelle et qui suffirait à nos besoins sans menacer nos jours. C'est en train de se faire, mais je ne peux pas m'en aller par là. C'est en train de se faire avec la Fondation Keshe, l'énergie libre et tout ça, mais ça je ne peux pas partir par là. Ça serait trop long pour moi. Voilà, mais sachez qu'il y a des applications actuellement, voilà. Barbara a créé des écoles de guérisseurs où nous pouvons développer ces plus hauts sens de perception. Et effectivement, moi-même, j'anime des ateliers sur la relation, sur le toucher aurique, sur comment se mettre en relation avec les auras, avec son aura, avec les auras de groupe, comment cela se passe, comment nous pouvons nous protéger, parce qu'il n'est pas question d'être toujours ouvert, parfois nous avons à nous protéger, à nous retirer aussi, donc tout ceci s'enseigne. Sachez que les enfants sentent très bien les auras et les voient aussi. C'est un jeu d'enfant en quelque sorte, c'est pas aussi compliqué. Bon, le champ d'énergie universelle, traditionnellement, c'est le yin et le yang, vous le savez, en médecine chinoise. Yin, la terre et l'eau, le féminin, la mer, sombre, l'humide et le doux. Et yang, le ciel, le masculin, le père. Voilà, la tradition connaît ceci depuis toujours.
Maintenant, la science est en train de confirmer ce que la tradition nous a enseigné, aussi bien à travers les chakras. Toutes les traditions primordiales nous ont parlé d'énergie et nous ont enseigné ceci. Qui engendre le ki, donc feu, terre, eau, air, lumière, les 5 éléments. Le champ d'énergie humaine, à présent, eh bien, cette énergie dont nous nous alimentons, nous nous alimentons par la peau, par les chakras des mains, les chakras des pieds, par l'eau, par la nourriture, par le soleil, par nos relations, par nos émotions, nous alimentons tout ce champ d'énergie humaine qui est relatif aussi aux vibrations des chakras. Et donc voilà, globalement, on peut dire qu'il y a un certain nombre de couches auriques autour de nous. Les soviétiques ont découvert que les organismes vivants émettent des fréquences variant entre 30 et 2000 nanomètres. Ils l'appellent le biochamp ou plasma. Les personnes capables de bons échanges vibratoires ont un biochamp plus large et plus affirmé. Et plus affirmé, oui, c'est ça. Ok. Bon, ceci vous connaissez, je pense, globalement, les chakras. Je vais en parler longuement maintenant, après. Des chakras, ici, on a leur traduction en sanskrit, et j'expliquerai un petit peu, je parlerai un petit peu des termes sanskrits. Voilà, on peut voir ces choses-là. Quand je suis en vision aurique avec vous, eh bien effectivement, je peux voir des nappes de rouge, des nappes de orange, des nappes de jaune, des nappes de vert, de bleu, de rose, selon. Et la nappe est plus ou moins pleine ou plus ou moins retenue. C'est le sens de ce qui se passe dans ces lectures d'aura. Le sens, c'est que l'âme raconte, explique comment les impressions laissées dans son champ retiennent l'énergie dans les chakras. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Le champ d'énergie humaine, une des nombreuses manifestations de l'énergie universelle, corps lumineux et interpénétrant les corps physiques, émet des radiations. Il y a 7 couches, de plus en plus élevées en s'éloignant de la densité physique. Plus elles seront développées et plus pleine sera notre vie. Bien sûr, il y a un intérêt à toute cette démarche. C'est plus nous sommes en mesure de nous nourrir des 4 éléments et de l'élément lumière, et plus nous sommes bien sûr dans un état de plénitude et de bonheur, qui suffit déjà beaucoup à notre vie quotidienne. Voilà, elles seront développées et plus pleine sera notre vie. La vie existe à de nombreux niveaux de vibration et nous disposons d'un grand choix d'expériences de vie. Voilà, dans l'aura physique, bien, on a toutes les sensations physiques. Si la couche est forte, eh bien, ça veut dire qu'on est dans un corps sain. Nous avons une couche qui correspond à l'émotionnel, les sentiments, les émotions. On est plus ou moins en paix avec ces émotions, et bien souvent nous ne sommes pas en paix avec nos émotions parce que nous avons beaucoup d'histoires qui nous sont transmises par les transgénérations. Ça, nous le voyons tout le temps. Mental, tout l'univers mental ou rationnel, l'harmonie entre la raison et l'intuition, voilà, l'astral, l'ensemble de nos relations et les sentiments envers nos semblables, l'amour, la joie et la douleur. Éthérique nous met en relation avec l'énergie universelle. On va se sentir intégré en unité dans de bons échanges. Elle correspond au 5e chakra, celle-ci. Ensuite, on va être dans l'univers bouddhique, l'univers spirituel, où nous pouvons expérimenter des grands calmes, des élans de joie et d'allégresse, de félicité. Voilà, c'est l'espace où nous allons pratiquer de la méditation. Et dans la couche causale, nous sommes en relation avec la transcendance et de la conscience de la vie au-delà de toutes les formes. Voilà. Tout ce qui peut exister, voilà. Ici, nous sommes, eh bien oui, j'ai fini par l'exprimer de cette façon-là, dans la canalisation du guide de l'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment le plan vibratoire de l'âme qui se manifeste. J'ai vraiment ce privilège indescriptible pour moi que d'être en relation avec le plan vibratoire de chaque âme qui vient à notre rencontre. Et je vais vous expliquer comment ce plan se manifeste.
Aucun problème ne peut être résolu, nous dit Einstein, sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Ça, vous le savez probablement, mais c'est une vraie réalité. Parfois, on tourne en rond, toujours autour des mêmes problèmes qui se répètent incessamment, et on le voit dans les arbres généalogiques, des répétitions de descendance en descendance. Bien sûr que tant que ceci n'a pas été rencontré, eh bien, ça va continuer. Anne Moreau-Givaudan aussi, qui a beaucoup écrit sur l'aura, nous dit « Cette vie est considérée comme une chance d'avancement considérable ». Parfois, on râle un peu, on n'est pas trop content de nos vies. Et si nous pouvions considérer qu'elles sont une chance d'avancement considérable, eh bien peut-être qu'on se lèverait d'un meilleur pied parfois. Voilà. Alors, les visions symboliques. Ce qu'il y a de très particulier ici, je le dis parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Voilà, chaque médium, nous avons un petit peu notre mode d'expression. Donc ici, il y a un mode d'expression de l'âme qui ne s'exprime pas à travers des images symboliques figées, mais à travers des films. C'est-à-dire l'âme arrive avec une pile de DVD. Les âmes se sont modernisées, elles ne viennent plus avec des parchemins écrits à l'encre de Chine, elles viennent avec des DVD, et ces DVD, elles me les confient à moi. C'est-à-dire que je suis dans cette histoire, je suis la projectionniste. Je vais projeter les DVD les uns après les autres que le plan vibratoire de l'âme nous apporte. C'est symbolique, bien sûr, mais c'est globalement comme ça. C'est-à-dire que dans une lecture d'âme, nous allons avoir entre 5 et 8 visions. Des films donc qui vont avoir un début et puis qui vont continuer à se dérouler. Et là, dans la vision, l'âme va raconter un certain nombre de choses. Barbara Brennan nous dit « Toutes les impressions se convertissent en réalité dans les champs d'énergie ». On peut ne pas croire, par exemple, aux réincarnations. C'est pas nécessaire de croire aux réincarnations pour savoir que nous sommes héritiers des précédents, des parents, des géniteurs, de leurs géniteurs, etc. Nous sommes héritiers de toute façon de manière transgénérationnelle dans les gènes, et ceci commence à être réellement prouvé maintenant. Nous sommes hérités des impressions, des émotions, des événements laissés par les ancêtres. Voilà. Donc ces films vont parler d'un aspect ou de plusieurs aspects de l'histoire de l'âme, des traces archaïques, bien sûr, cellulaires. Elles vont parler aussi de ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de la guérison de l'âme. Si les âmes viennent ici, c'est qu'elles sont en phase de guérison. Nous n'initions rien, nous ne bidouillons rien, nous ne faisons rien que de faciliter le mouvement qui est dans cette unité. D'accord ? Ça, c'est important. Les personnes qui viennent ici, c'est parce qu'elles sont en symbiose, elles sont en affinité avec la proposition qui est ici. Mais en aucun cas, nous n'allons forcer quelque chose, ça ne serait pas possible d'ailleurs, mais juste accompagner un mouvement qui a besoin de l'être. Il est évident que chacun et chacune de nous, nous avons besoin d'être facilités. J'appelle ceci plutôt une facilitation, tout comme moi-même, j'ai toujours besoin d'être facilitée encore, bien sûr. Il y a en moi un loup et un agneau, lequel des deux va gagner ? Eh bien, celui que je nourris. Et ça, nous le savons. Donc ici, nous allons encourager à nourrir, bien sûr, les meilleurs aspects de nous-mêmes. Mais il peut être nécessaire que ça passe par de la guérison, voyez-vous, bien souvent. Donc je vais beaucoup parler des visions symboliques. Pour me faire comprendre, en fait, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Je vais raconter, et je remercie toutes les âmes qui m'autorisent. J'ai l'autorisation des âmes, bien sûr, je ne vais pas citer de prénom, mais j'ai l'autorisation des âmes de raconter des visions symboliques, parce qu'elles sont tellement puissantes, ces visions, elles sont tellement édifiantes et tellement instructives qu'elles peuvent servir réellement quelque part de prise de conscience aussi pour les autres personnes. Sachez qu'une vision symbolique est toujours personnelle. Je suis toujours stupéfaite du fait que, bien, tous les jours il y a une personne dans mon cabinet et jamais ça ne raconte la même chose, en tout cas jamais de la même façon. Le symbolisme est toujours particulier à la personne
Et j'ai une reconnaissance infinie vis-à-vis des âmes qui, à travers le symbole, nous parle de plusieurs générations ou de plusieurs événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne encore, voyez-vous. Je ne m'y suis pas encore faite à cette merveille-là. Parce que nous découvrons petit à petit quelle est la valeur, quel est le sens de cette vision symbolique que l'âme donne. En règle générale, les personnes les comprennent tout de suite. Moi, pas forcément, parce que je ne fais pas de voyance. Hein. Nous sommes dans de la clairvoyance, nous sommes dans de la médiumnité de l'âme. Je peux guider un petit peu la personne vers le secteur où l'âme est en train de s'exprimer, mais je n'ai pas forcément l'interface en voyance, je dirais. Et je demande souvent des confirmations, d'ailleurs, à mes consultants. Voilà. Le chakra sacré, donc le chakra orange, celui-ci, je commence par celui-ci, parce que ce n'est pas très connu dans la presse, dans la littérature classique, je dirais, que ce chakra est le chakra de nos mémoires. Voilà, ce n'est pas très connu. Il est connu comme chakra de l'énergie sexuelle, l'équilibre du yin et du yang, notre créativité, etc. Mais pas que. Hein, il est aussi le chakra de nos mémoires et le chakra de notre de notre identité profonde. Voilà. La totalité des informations depuis le début des temps et la roue qui tourne sur soi. C'est ce chakra-là. C'est dans ce chakra orange. Je vous ai mis des histoires d'Angstrom et d'Hertz. Ne me demandez pas, je ne vais pas vous donner d'explication là-dessus. C'est juste pour vous dire que scientifiquement, tout ceci est testé en laboratoire. Toutes ces fréquences sont testées en laboratoire. Une pensée émue pour Guy, qui nous a quittés, qui a eu la mauvaise idée de nous quitter. Bon, nous supposons qu'il avait à continuer son chemin. Guy aimait beaucoup Jung, et le symbolisme, c'est beaucoup lié à Jung. Jung a beaucoup exploré dans le domaine du rêve, des archétypes, des métaphores, etc. Or, dans les visions symboliques, on est en plein dans le domaine des métaphores, des allégories et du symbolisme. Donc Jung nous dit, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Bah oui, on le voit bien autour de nous, quand les personnes ne veulent pas entamer un chemin de guérison, un chemin de purification, un chemin de conscience sur leurs difficultés, eh bien, ça continue. Alors revient sous forme de destin, eh bien, c'est des blocages, c'est des accidents, c'est des maladies, c'est des suicides, c'est voilà. Ce que nous appelons le destin. Jung, lui, dit, c'est ce qui n'est pas venu à la conscience. Et on le voit dans les arbres généalogiques. Hein, des événements qui n'ont pas pu venir à la conscience, bien sûr, parce que nos aïeux, ils ont eu autre chose à faire. Hein, comme ils nous disent, on n'avait pas tous MC à notre porte. Hein. Nos aïeux, ils avaient autre chose à faire. Donc, c'est pas venu à la conscience, donc les choses continuent d'être transmises. Et nous sommes une génération qui vient à la conscience. Hein, beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie, de demandes de guérison dans nos générations. Il y a des très jeunes, j'ai vraiment la chance, le bonheur de recevoir des personnes jeunes, aussi bien dans les consultations que dans les stages, et c'est vraiment un très très grand bonheur pour moi. Jung dit aussi, le moi finit par déposer les armes au pied du soi, avec un grand S, non pas parce qu'il n'a plus les moyens de faire valoir sa volonté, au contraire, mais parce qu'il reconnaît là, dans ce service du soi, la source de son bonheur. Je trouve cela extraordinaire. Vous aussi ? Oui. Voilà. Je n'ai pas dit, mais Svadhisthana, je ne sais plus si je l'ai dit. Adhisthana, c'est le siège, c'est le centre, et Shva, du soi. Hein, Shva, en sanskrit, ça veut dire le soi. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ces textes. Voilà. Je vais faire assez vite sur ce chakra. C'est le chakra de notre centration, donc c'est celui qui nous met en relation avec notre source intérieure, avec notre âme. Il nous permet d'avoir l'attitude juste, la parole juste, la décision juste, l'acte juste. Hein, et nous le savons très bien quand nous ne sommes pas justes.
Nous savons les uns et les autres, les unes et les autres, on le sait très bien qu'on n'est pas juste, mais on n'arrive pas à être juste. Eh bien, il faut du temps et de la purification, du nettoyage de ce chakra, puisque c'est le chakra de nos mémoires, et en étant en relation avec ce chakra, nous comprenons pourquoi nous ne sommes pas justes. Je dis bien souvent à des thérapeutes qui échouent un petit peu des fois dans des thérapies plus brèves ou plus cognitives, je dis c'est normal, il y a des mémoires. Tant que les mémoires ne sont pas rencontrées, eh bien, on ne va pas y arriver. D'accord ? Voilà. C'est le chakra de la résistance, c'est-à-dire un moment du parcours de l'âme va dire non, plus jamais ça. C'est terminé. Ok ? Ça vous parle, ça ? Hein, c'est un jour, ce non est monté dans la plupart d'entre nous. Je l'espère en tout cas, hein, ce moment où nous avons dit non, c'est fini là, terminé. C'est signe que ce chakra, eh bien, il est full, il a reçu assez d'informations, il va pouvoir les mettre à jour et rentrer dans son identité. Voilà, ça c'est la résistance. Hein. Plus jamais ça, je parle d'alcoolisme, brutalité, échec répété, voilà. Nous allons pouvoir enfin œuvrer à notre guérison, voilà. Et il va y avoir l'allègement des peurs. Parce qu'à travers les mémoires, et je l'ai vu encore hier chez une consultante, à la fin de la séance, elle m'a dit « Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais peur de tout ». Et quand on a vu les événements qui sont arrivés sur les grands-parents, des événements vraiment tragiques où ces êtres ont dû être effrayés de ce qui leur arrivait, c'était pas étonnant qu'elle ait été héritière de peur, vous voyez. Voilà, bien quand il est fragile ce chakra, difficulté à être présent ici et maintenant, il y a une instabilité. Je le répète, il contient les agrégats mémoriels de nos confrontations à la violence, mondiale sous forme de guerre, social sous forme de conflits religieux, raciaux, etc. Familial, tous les abus, physiques et psychologiques. Personnel. Personnel, c'est lorsque les besoins personnels sont reliés au profit d'autrui, au bénéfice d'autrui. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui ? D'accord. Voilà. Les deuils que nous avons dû faire, difficulté à être dans son ressenti émotionnel. Hein. Beaucoup de personnes sont coupées de leurs émotions, n'arrivent pas à être dans leur ressenti. Voilà, pour Svadhisthana, ce chakra orange, et globalement, je vois comme un faisceau orange qui cherche où il va pouvoir aller pour pouvoir enfin raconter son histoire. Alors je vais raconter quelques visions relatives à ce chakra, puisque c'est le chakra de l'identité. J'ai ici dans une consultation une dame, et je la vois en vision, voilà la vision, elle cherche sa carte d'identité, partout. C'est une vision, hein, c'est un film, elle ne la trouve pas. Elle retourne vers sa mère et lui dit « Tu sais où est ma carte d'identité ?» Et sa mère lui sort immédiatement sa carte d'identité. Ma consultante dit à sa mère « Et toi, où est ta carte d'identité ?» La maman cherche partout la carte d'identité. Elle se retourne vers sa mère et lui dit « Tu sais où est ma carte d'identité ?» Et sa mère lui sort immédiatement sa carte d'identité. Et on a comme ça, sur plusieurs générations, une histoire où c'est le géniteur qui détient l'identité de sa descendance. D'accord ? Ok. Quand je lui ai raconté cette vision, elle a eu une montée de larmes. Et elle me dit, écoutez, c'est mon histoire, je vais vous la raconter. Vous savez, quand j'ai eu 20 ans, ma mère m'a obligée à accoucher sous X. Il y a une loi qui vient de passer récemment qui autorise les géniteurs à rechercher leurs enfants et les enfants à rechercher leurs géniteurs. Nous étions en plein dans le moment où son fils venait la retrouver. 30 ans après. On est tombé là-dedans, vous voyez. Et je lui ai dit, ça va que votre maman vous ait privé 30 ans de votre identité de mère. Comment vous vivez ça ? Alors tout ça, ça a été accompagné, bien sûr, on a vu tout ça en aurique. Mais vous voyez comment l'âme a exprimé ça, ce problème d'identité volée, hein, de manière symbolique. Elle a pu pardonner à sa maman parce qu'elle a réalisé que sa maman
eh bien, elle avait vécu la même chose avec sa grand-mère, puis sa grand-mère, la même chose avec son arrière-grand-mère. C'était une transmission, ça s'appelle une transmission transgénérationnelle, qui avait conduit à cette chose très grave tout de même, d'être privée de son enfant pendant 30 ans. Voilà, là, il y a eu une résolution, je dirais, à la fois karmique et familiale, puisque une des propositions de ces lectures d'âme, eh bien, c'est de ramener quelque part, pas sur la première lecture, il y a en général 2 lectures à 5-6 mois de différence, 4-5-6 mois. Le consultant qui est là n'est plus dans une phase de victimisation ou de culpabilisation, il est dans une phase de responsabilisation. Il prend la responsabilité de sa guérison. Voilà, c'est le moment où vous venez, où vous allez voir bien sûr d'autres facilitateurs, mais lorsque vous venez dans la rencontre avec cette équipe que nous sommes, puisque je ne suis pas seule bien sûr, vous vous en doutez, eh bien c'est le moment où vraiment l'âme prend le coaching de sa guérison, elle est prête à prendre ses responsabilités, elle est prête à voir, c'est-à-dire elle regarde avec nous cet arbre généalogique et elle est au moment de l'âge de son âme où elle peut donner de la guérison, aussi bien à travers son plan. Et à travers son plan, il y a un mouvement qui se passe qui va toucher les autres générations, vous voyez. J'ai bien des consultants qui me disent « le dialogue est reparti avec mon père, on est allé sur la tombe de mon arrière-grand-père ». Enfin, il y a plein de choses qui sont... Voilà. Il faut un petit peu de temps, il faut accepter, mais souvent on a des ressentiments, des ruptures, des rancœurs, parce que le zoom n'est pas très large, vous voyez. C'est pas ouvert très large. Quand on ouvre très large, ah oui, d'accord. Ok, ça je vais vous l'expliquer. Une autre jeune femme qui était là dans mon cabinet, je voyais comme un suaire, je la voyais enfermée, je la voyais dans un cercueil, il y avait un suaire noir sur ce cercueil, et l'âme retirait ce suaire, et elle sortait du cercueil, jeune comme ça. Et je voyais la roue de la destinée qu'il avait écrasée plusieurs fois de suite. Et je lui dis, écoutez, alors ça c'est vraiment dans les mémoires. Je lui dis, j'ai l'impression que vous avez dû perdre la vie plusieurs fois jeune. Et elle me dit, mais ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai déjà eu plusieurs accidents de voiture et j'ai toujours dit à mes parents que je partirais jeune. Ah ben voilà, très bien. Donc ça nous a permis de libérer cette mémoire. Elle n'a plus jamais eu d'accident et c'est une maman heureuse et tout ceci, c'est plus qu'un mauvais souvenir, vous voyez. Mais elle répétait, à travers ces accidents, c'est comme si elle recherchait cette expérience à nouveau, et c'était bien inscrit, vous voyez, dans le Shadhisthana. Voilà, merci. Le chakra racine, ah là là, celui-ci, qu'est-ce que nous pouvons nous plaindre de ne pas être enracinés? C'est normal. Toutes ces mémoires, elles font obstacle, vous voyez, à l'enracinement. Bon, je n'arrive pas à cacher. Ces mémoires, elles font obstacle, vous voyez, on ne peut pas. Dans la lecture d'âme à travers l'aura, le mouvement qui est proposé, c'est l'enracinement de l'âme. Mais l'âme ne peut pas s'enraciner si elle n'est pas au clair. Vous voyez, à nouveau, si elle n'est pas au clair, s'il y a des histoires en amont qui empêchent ceci. Donc ce merveilleux chakra racine qui nous met en relation harmonieuse avec l'espace terrestre, instinct de survie, capable de fonder, ancrage dans le temps présent. Voilà. Oui, quand vous arrivez, je vois ce chakra comme ça, sale. Et n'en soyez pas vexés, c'est normal, c'est classique. Ce chakra, il a des deuils, notamment, il est rouge et noir, c'est-à-dire c'est aussi le chakra de nos deuils, des pertes humaines que nous avons connues, nous, dans notre vie, mais que les précédents ont connues aussi. Parce que dans les arbres, on a parfois des pertes énormes. Énorme. Je ne parle pas des pertes naturelles des êtres que nous perdons dans leur grand âge, ce qui est à sa place. Je parle de pertes de jeunes mamans, de jeunes papas, de jeunes enfants, enfin de personnes qui s'en vont à l'âge où ils ne devraient pas partir, ou qui partent de suicide, etc. Donc voilà, c'est exactement ça. Barbara Ann Brennan le représente très très bien. Et eh bien, à la fin de la première séance, nous arrivons sur un chakra
qui s'est bien nettoyé déjà, vous voyez. Et je vois, vous le voyez, hein, je vois cette lumière rouge, cette nappe rouge qui est en train de s'installer dans l'âme. Il y a déjà, dans la première lecture d'âme, il y a déjà 2 heures d'enregistrement quand même dans la première lecture d'âme, eh bien il y a assez de nettoyage et de purification pour que l'âme puisse allumer. Hein, je vois l'âme, c'est comme si elle allumait ses lumières. Je dis l'âme est en train d'allumer sa lumière rouge. Eh bien, c'est une réalité, ce qui fait que cette nappe rouge, elle va se répandre dans le champ. Elle va pouvoir nourrir le champ en électromagnétisme terrestre déjà, hein, puisque si on n'est pas enraciné, on ne sait pas se nourrir de l'électromagnétisme terrestre. Et elle va ramener la personne dans ses godasses. Hein. J'ai un consultant qui est venu récemment à une première consultation, il chaussait du 43, il avait des godasses rouges comme ça. J'ai dit, où vous allez, vous, comme ça? Voilà, ça c'est une vraie réalité. Et Barbara Ann Brennan nous dit du rouge qu'il charge le champ et le protège. Et cette énergie de protection, elle nous a tellement manqué à travers les temps. Nous n'avons pas été protégés par nos milieux familiaux. Nos anciens n'ont pas forcément été protégés par les histoires collectives ou mondiales. Ils ont vécu des choses assez souvent très difficiles. Nous, on pourrait dire globalement que nous sommes un petit peu une génération protégée, et globalement, si je puis dire. Hein, voilà. Donc, ce rouge va protéger le champ parce qu'en nettoyant la plus grosse partie des mémoires qui empêche cet enracinement, eh bien, on va pouvoir entrer dans sa protection. C'est le moment où je vois que l'âme dégage toutes ces mémoires. Vous voyez, elle veut rentrer dans son rouge propre, dans sa purification, et elle les dégage. Je répète, elle les dégage dans une énergie d'amour. Hein, je répète, elle le dégage dans une énergie de guérison. Il y a dans les lectures d'âme des contacts avec des disparus, c'est quasi régulier. Hein. On n'appelle pas les disparus, mais ces mémoires sont là, elles sont présentes autour de nous, elles se racontent. Et ce qui touche beaucoup les consultants, hein, il y a quelque chose qui se passe, vraiment un mouvement de dégagement qui se fait, qui est très puissant. Voilà. Donc le rouge charge et protège, permet l'enracinement grâce au nettoyage des peurs au-dessus. Hein, parce que je peux dire, ah non, je ne m'enracine pas moi, avec ce qui s'est passé avant, niet. non, moi je ne m'enracine pas, non. Hein, il y a ça. Hein, non seulement il y a les vies que nous avons vécues, nous, où nous avons pu avoir quelques petits soucis, tout de même, certains et certaines. Et puis il y a aussi les expériences de nos aïeux qui rendent parfois difficile notre propre enracinement. Oui. Voilà. Difficulté à concrétiser, donc quand on est dans là, voilà, il y a des problématiques avec les pères et mères biologiques, les deuils, refus de l'incarnation, etc. Hier, j'ai eu une consultante, c'était ça, de toute évidence, hein, il y avait une incapacité totale à s'enraciner, elle m'a dit qu'elle était complètement déboussolée, tout ça, à la fin de la consultation, parce que quand vous venez en consultation, ce que je vous demande, c'est de ne rien me dire. Hein, vous ne devez pas m'expliquer pourquoi vous venez, surtout pas, on n'a pas besoin que vous nous le disiez, l'âme, elle le dit tout de suite. Tout ça, c'est venu progressivement. J'étais sophrologue, donc je recevais en cabinet. À l'époque, je donnais des soins Reiki et sophrologie. Les gens venaient pour une certaine raison et moi, j'en captais une autre. Et donc, j'ai fini par dire aux gens de plus rien me dire que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Je vais vous citer un cas un petit peu rigolo. J'ai une dame, à cette époque-là, j'étais juste en sophro-Reiki et ça commençait à venir sur la médiumnité. J'ai une dame très BCBG qui vient dans mon cabinet, petit tailleur Chanel, tout ça, vraiment bien, petite coupe au carré, tout ça. Et elle me dit, bonjour madame, je viens parce que je voudrais que vous m'aidiez à préparer l'accouchement de mon enfant. Alors, je lui dis, ça c'est une bonne chose, alors, il va naître quand ce petit? Et elle me dit, il n'est pas encore fait. Alors, d'accord.
Je ne cherche pas à savoir pourquoi il n'est pas fait. Hein. Donc je l'allonge, je commence mon soin Reiki, et là je reçois la vision d'une femme dans une colère cataclysmique. Hein, vraiment, elle s'arrachait les cheveux, elle se griffait, elle cassait tout autour d'elle, elle donnait des grands coups de pied dans tout. Enfin une colère, elle hurlait et tout ça. Bon, enfin bref, ça ne correspondait pas à la personne que j'avais devant moi. Et je lui dis délicatement, si je vous parle de l'énergie colère, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et là, elle me sort sa colère. Et elle m'explique sa colère. Elle me dit, mon mari ne me touche jamais, et à ce rythme-là, je ne vois pas comment je vais faire un enfant. Ah ben voilà. Hein, vous voyez, l'âme, elle avait zoomé sur ce qui était juste, qu'elle ne m'avait pas dit, évidemment, elle n'allait pas venir me dire ça. Or, après, on a eu la vision que cette même personne, elle était dans le lit avec sa colère, raide comme un i, et que le pauvre malheureux, il n'était pas très motivé. Hein, voilà. Donc, là, on est dans le chakra, vous voyez, dans les deux chakras du bas. Ben, ils ont fait tout un processus, tous les deux, ils ont eu leur petite fille, mais il y avait besoin d'un soin, vous voyez, il y avait besoin d'un soin sur la colère, en vérité, cette colère qui s'était emmagasinée, qui fait que cette petite fille n'arrivait pas. Voilà. Pour revenir à ma consultante, eh bien, pas du tout d'enracinement, bien sûr. Rien que 3 suicides dans la généalogie, sur sa mère. Il y a 2 sœurs qui se sont suicidées sur la lignée de sa mère, un neveu et un grand-père qui est mort brutalement. La vision était celle-ci, je vais vous la donner. Je la voyais dans un avion et qu'elle actionnait le siège éjectable. Donc en général, quand on actionne le siège éjectable, c'est pour se sauver d'un péril. Et là, je voyais le siège éjectable qui s'en allait avec le parachute et qui s'en allait, qui montait et qui disparaissait, qui s'en allait vers le plan de l'après-vie. Donc je lui raconte ça. Je lui dis, ça vous parle ça? Elle me dit, mais complètement. Donc on est tombé sur les suicides, hein, c'est-à-dire on s'éjecte de la vie et on s'en va. Et son grand-père avait été éjecté d'un tracteur et était mort brutalement. Donc on avait des grosses histoires sur les 2 générations d'avant, qui fait qu'elle, il n'y avait pas moyen de s'enraciner. Donc on est arrivé là-dessus. À la fin, je vous montrerai quelques arbres, quelques débuts d'arbres tels qu'ils se décrivent parce que dans les lectures d'aura, on fait les arbres, hein, on fait les arbres auriques, je dirais, les lignées telles que l'âme veut l'exprimer, avec ce qu'il y a de commun. Vous voyez, avec cette vision de ce siège éjectable, ça parlait déjà de plein de personnes. D'un grand-père, de 2 tantes et d'un neveu. Et il était important que cette personne règle le problème parce qu'il y avait des descendants. Elle-même, on lui avait pris la garde de son fils. Vous voyez, elle était incapable de fonder un foyer. Enfin, c'était vraiment le bazar, quoi. Il y avait vraiment des choses à remettre en ordre. Hein. Voilà. Si vous avez, comment dirais-je, oh là, c'est trop loin là. Si vous avez des questions en cours d'exposé, je vais revenir un peu sur le racine, s'il te plaît. Sur le racine, avant. Non, avant encore. Voilà. Nos histoires, chacun et chacune, il y a beaucoup de problèmes dans les génitalités. Hein, quand on va dans les arbres généalogiques, assez fréquemment, il y a un rameau où il y a 10, 12, 13, 15 enfants. Hein, c'est assez fréquent. C'est notre histoire collective aussi. Il y a eu beaucoup d'enfants. Hein. Il y a aussi pas mal de pertes d'enfants parce qu'il n'y avait pas des conditions d'hygiène nécessaires. Hein, ou des enfants, voilà. Donc ça, c'est vraiment là, c'est le chakra des avortements. Nos mères, elles faisaient comme elles pouvaient, hein, pour limiter les naissances, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères aussi, bien sûr, nous le savons. S'il y a eu du féminisme un jour et de réclamer à tout prix le droit à l'avortement et à
contraception, c'est parce qu'il y a de longues histoires en amont, au-dessus. Il y a énormément d'histoires concernant tout ceci, des femmes qui sont mortes dans les avortements, ou vraiment beaucoup, ou qui ont eu des enfants qu'elles ne voulaient pas. Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais mes parents, ils ne m'ont pas désiré ». Je dis, moi je les comprends très bien. Moi je suis une femme qui a eu le choix d'avoir 2 enfants. J'ai fait comme j'ai voulu, j'ai eu cette liberté et ce choix, que n'a pas eu ma mère, ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-mère. On peut comprendre qu'une femme pouvait ne pas avoir envie à un moment donné de faire encore un enfant. On peut le comprendre. En vision aurique, souvent on les voit exténuées, épuisées les femmes. Elles pondent des enfants comme... D'accord ? Alors ce qui fait qu'on a dans les arbres maintenant, on a on va en voir un tout à l'heure, un arbre comme ça, où la descendance s'est arrêtée. Il y a eu des problématiques au-dessus, et j'ai eu 4 jeunes femmes de la même famille, et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il y avait des problématiques au-dessus, dont je vais en parler d'un tout à l'heure. Eh bien, on n'arrivait plus à avoir d'enfants. Voilà ce chakra, racine. Vous pouvez d'ailleurs, donc dans la première lecture d'aura, j'invite à coucouner le chakra racine, à s'occuper de notre chakra racine. Il y a 1000 façons de le faire, mais déjà au cours de ce moment que nous partageons, vous pouvez tout simplement descendre votre attention vers vos plantes de pied, vers votre pubis, vers votre coccyx. Voyez, descendre. Vous laissez descendre vers la terre, ce qui alimente moins le mental. Parce que souvent, on est très mental, parce qu'il y a un déséquilibre terre-ciel. Vous voyez, ça c'est très très fréquent. D'autant que nous sommes dans une société émotionnelle et mentale. Nous sommes dans une société qui encourage beaucoup l'émotionnel, plutôt un émotionnel stressant et négatif d'ailleurs, et qui alimente avec le mental. On est sur ces chakras-là. Alors qu'on devrait descendre cœur, racine et ventre. On devrait vraiment descendre pour être beaucoup plus juste, beaucoup plus confortable dans nos relations. Une question à poser. La couleur du chakra racine qui est rouge, donc, lors d'une consultation thérapeutique, son évolution dans la couleur est liée à l'acte lui-même, au fait que la personne est corrélée des symboliques de la. Non, il y a une réelle énergie. Alors attendez, répétez s'il vous plaît, je peux bien. Est-ce que l'évolution, parce que la couleur rouge, donc le chakra racine, lors de l'acte thérapeutique, l'acte dispensé, est-ce que cette couleur rouge, elle va évoluer, elle va changer de son ampleur? Oui, elle va gagner tout le champ. Alors, à la suite de l'acte lui-même, ou à la bonne fin du consultant qui arrive à corréler la symbolique par rapport à la problématique qu'il peut... Non, c'est pas aussi compliqué que ça. Non, c'est très simple. Quand vous venez en consultation, vous êtes vraiment, je dirais, entre guillemets, mûr. Le processus est prêt en vous. Vous voyez, il est facilité. C'est pour ça que nous disons qu'il est facilité. Mais il y a une telle attente dans l'âme de l'enracinement que voilà. Alors après, ça va se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un processus d'enracinement quand on n'a jamais été enraciné. Je vous demande de l'encourager. Je vous donne quelques recommandations après, mais qui consistent à prendre des bains, à utiliser des pierres, à poser les mains sur le chakra, vous voyez. Mais en aucun cas, ça ne passe par le mental. L'énergie qui est à l'œuvre pendant la séance, elle suffit. Elle est suffisante. Voilà, mais elle va vous accompagner après, bien sûr. Voilà. Il y a un mouvement de guérison dans votre âme qui est facilité par nous. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. Vous voyez, j'espère que vous comprenez la nuance. Vous êtes... La démarche qui va nous dire le résultat. Oui, mais il y a besoin de facilitation. On ne peut pas faire tout seul, aucun de nous. C'est pas possible. Surtout quand on commence à toucher les archaïsmes, les aïeux, les défunts, parfois les karmas, peut-être. Voilà. Merci, Paul. Veuillez y aller. Le chakra solaire,
C'est le chakra de notre rayonnement. Donc celui-ci, c'est la même chose. Il ne peut pas vraiment se mettre en place tant que ça ne s'est pas rangé un peu en dessous. Hein. Et c'est le chakra de la relation avec les autres. Vous allez le voir. Hein, c'est celui qui nous donne un sentiment de bonne image de soi et d'aisance à être ce que je suis. Ce qui n'est pas trop courant quand même. Hein. C'est pas ce qu'on nous a transmis. C'est pas ce qu'on nous a transmis. C'est pas ce qu'on nous a appris. Hein, bien souvent. Voilà. Vas-y. Voilà. Je me laisse rayonner. Je suis enfin dans des relations justes. C'est pas toujours évident pour nous d'être dans des relations justes, mais enfin nous entrons dans des relations justes. Quand le chakra rouge a mis sa protection, il n'est plus possible d'entrer dans des relations toxiques. Vous voyez ? Les relations toxiques, vous savez ce que c'est, nous savons tous ce que c'est que les relations toxiques. On en fait les frais un certain temps, des relations toxiques, et un jour c'est stop. Hein, terminé. Mais ça peut se répéter un bon moment. Hein, on peut répéter un bon moment des processus de retomber sur des partenaires alcooliques ou des partenaires violents ou des partenaires infidèles ou des partenaires toxiques, névrotiques, etc. Ça peut durer un bon moment. Hein. Voilà. Mais cette lumière rouge, sa première vertu va être de protéger le champ des partenaires toxiques. Je les vois, les partenaires toxiques, ils s'en vont, ils ne peuvent plus rentrer. Hein, ils ne peuvent plus rentrer dans le champ, c'est fini. Voilà. Pardon ? Je me laisse rayonner. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein ? J'ai confiance en moi. Dans ma dimension, je prends ma place. Ici, nous sommes dans la dimension, pas dans la dimension que de l'ego. Nous sommes dans cette dimension-là. Hein, nous sommes dans la dimension d'un être qui a pris conscience qu'il est porteur d'un soi. Hein, donc, c'est cette dimension que nous allons laisser rayonner, c'est ce soi qui se nourrit d'un certain nombre d'énergies, comme nous commençons à le voir. À l'inverse, difficulté à prendre sa place juste, à contrôler sa propre vie. Quand on est dans le contrôle, il y a des personnes qui contrôlent, qui ne veulent pas se laisser aller, qui veulent pas se laisser aller au mouvement de vie. C'est qu'il y a des blocages dans le solaire. S'il y a des blocages dans le solaire, c'est qu'en dessous, il y a des choses encore. D'accord ? C'est le chakra des culpabilités, c'est le chakra où nous jugeons. Nous sommes dans le jugement, les colères et les difficultés à gérer les colères, les blocages des émotions extrêmes et incontrôlables par le mental. Hein. C'est le mental, là, le solaire, il est en relation avec le mental et c'est lui qui bloque. Hein. Nous le voyons, nous le constatons, nous pouvons le constater pour nous peut-être, et puis autour de nous aussi, ça bloque, ça ne peut pas s'exprimer, ça n'arrive pas à s'exprimer, certaines émotions. Voilà, merci. Voilà comment se passent les relations auriques. Alors ça, ce sont des croquis de Barbara Ann Brennan. Hein. Ce sont des croquis de Barbara Ann Brennan. Ok ? C'est elle qui a dessiné ça. Vous voyez ? Ok ? Donc ce troisième chakra, voilà comment ça se met en relation avec nous. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà comment nous nous mettons en relation. Vous voyez ? Ici, il y a visiblement une agression. Personne ne nous a appris comment faire dans ce genre de choses. En atelier aurique, nous apprenons ça. Hein, nous apprenons à nous mettre en relation, à sentir la relation, à sentir comment ça se passe par le solaire et éventuellement à nous retirer. Hein, vous le dites vous-même, je me suis retirée, je me suis refermée, je me suis repliée. Mais des fois, il faut beaucoup de temps avant de le faire, il faut beaucoup souffrir. Hein, alors que là, nous avons un outil instantané qui nous permet de nous retirer. J'avais un chef de service totalement fou. Hein, il n'avait aucune pression sur moi. Il pouvait pas, il le disait d'ailleurs, hein, ça le rendait encore plus fou. Puis un jour, il a lâché prise parce il voyait très bien qu'il ne rentrerait jamais dans mon champ. C'est pas possible. Mais il suffisait de retirer l'énergie. Vous voyez ici, c'est tout à fait faisable. Hein, c'est tout à fait faisable. Voilà. Mais voilà comment se passe. On souffre tous dans nos milieux familiaux, dans nos milieux professionnels. C'est très rare les personnes qui viennent dans mon cabinet et qui s'éclatent dans leur boulot. Hein.
Dans les boulots, on retrouve tout, les inconscients familiaux, les bourreaux, les victimes, les sauveurs, on retrouve tout. Tout se rejoue là. Il y a parfois de très bons outils comme les analyses systémiques ou transactionnelles qui peuvent aider les équipes dans les boulots, mais en règle générale, ce sont des lieux où à nouveau on rejoue tous ces drames-là, tous ces psychodrames, et donc on ne peut pas non plus se laisser envahir et souffrir tout le temps. Voyez, donc à un moment donné, eh bien, se protéger, l'âme va dire je suis protégée et surtout je me retire. Il n'y a pas de possibilité de rentrer dans mon champ. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de mes consultants, beaucoup de mes stagiaires m'ont donné des retours là-dessus et ont expérimenté ceci maintes et maintes fois et ont trouvé que c'était vraiment génial. Vous ne le saviez pas, je pense. Si, quelqu'un le savait que ça se passe comme ça? Le solaire, voilà. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment tyrannique, déplacez-vous. En tout cas, essayez de ne pas rester dans son champ. Parce que cette personne, si elle est très en colère, son intention, c'est de venir dévorer votre champ. C'est de venir vous installer. Vous le savez d'ailleurs, parce que ça vous rend malade. Ça nous rend malade, les colères des autres. Moi, je vous assure, alors la colère, alors là, vraiment, il n'y a rien à faire pour entrer dans mon champ avec une colère. On ne peut pas être en face. J'ai dit, voilà, ça c'est un indicateur de plus. Si vous êtes dans un bureau, ou dans un entretien et que la personne est en train de vous matraquer, essayez de vous gentiment déplacer un petit peu la chaise et de ne pas être en face de son troisième. Mais si vous ne pouvez pas, on ferme. On se replie. Vous vous le dites en vous-même, vous dites je demande à me replier, je me replie. Voilà, vous donnez l'ordre, je me replie, c'est tout et ça va se faire. Vous pouvez aussi poser la main sur votre solaire, enfin voilà, visualisez que vous vous retirez. Il y a des personnes qui sont très envahissantes. Ça passe par le solaire encore. Les mères fusionnelles, elles passent par le solaire. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, une maman, elle peut aussi avoir de bonnes intentions, mais pas être à sa place. Dans la fusion, vous savez que la fusion, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Mon prof de yoga, quand on lui disait nous ne sommes plus qu'un, quand il y avait une rencontre amoureuse et que la personne disait nous ne sommes plus qu'un, il répondait oui, mais lequel? Non, en aucun cas une relation c'est être un, c'est être un plus la relation. Voilà, ça nous l'apprenons à nos dépens assez souvent. Voilà comment on peut envahir le champ de l'autre, c'est par le solaire. Tous les hommes politiques, tous les êtres de pouvoir ont des solaires très forts. C'est le chakra du pouvoir, voilà, et de la manipulation. Quand nous voulons persuader quelqu'un de faire autrement que ce qu'il veut faire, eh bien, nous faisons une pression avec le solaire, avec le chakra solaire. Nous ne sommes pas tout à fait justes. Parfois, il faut laisser la personne faire ses expériences jusqu'à ce que d'elle-même, elle dise non. Stop, c'est fini. D'accord? Tant qu'elle ne va pas arriver là, vous allez avoir beau essayer de déployer toutes vos armes, tout ce que vous voulez, pour la changer, pour la persuader, pour la convaincre, non. Vous allez juste retarder le processus où elle va dire non. Parfois, quand on aime les gens, il faut les laisser avoir les pattes dans leur chewing-gum, jusqu'à ce qu'eux, ils demandent. Nous le savons. Mais c'est pas facile si on est une maman ou une amie ou une sœur. C'est pas facile. Pourtant, c'est comme ça. Au niveau du chakra des mémoires, le orange, je vous rappelle, celui-ci, quand il va être full, il va dire stop. Tant qu'il n'est pas plein, il ne dira pas stop. Donc la personne, elle va vous mentir, elle va dire oui, j'arrête de boire, oui, il n'y a pas de problème, et puis tiens. C'est pas full, c'est pas plein encore, elle n'est pas arrivée au bout de son processus. Alors là, c'est la relation idéale. Et Barbara Ann Brennan, elle a dû la voir, certainement, puisqu'elle nous la montre, la relation d'amour idéale. Waouh! Je nous le souhaite pour 2018, si déjà vous ne le connaissez pas. Peut-être que certains d'entre vous ont la chance de connaître cette merveilleuse relation d'amour, d'empathie, de respect, tout ce que nous espérons. Mais là encore,
Les guides qui m'accompagnent, ce sont des médiateurs de couple. Ouais. Quand quelqu'un vient pour divorcer, ils essayent de faire en sorte que ça s'arrange, si c'est possible. Et cette année, nous avons eu dans ce domaine quelques résultats qui nous ont fait très plaisir. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un couple, à nouveau, on a une vision très étriquée de l'autre. Et puis, en psychanalyse, on sait très bien qu'un couple, on s'attire sur nos blessures. Et oui. On croit qu'on s'attire parce qu'il sentait bon le sable chaud, pas du tout. Pas du tout. On s'attire sur nos blessures communes. On s'attire pour mettre en évidence nos blessures et pour les soigner. Et c'est pour ça qu'on se casse la figure. Parce que si les deux ne veulent pas entrer dans le processus de soins, ne veulent pas entrer dans la conscientisation que là, il y a un problème qui fait effet miroir sur quelque chose qui m'est personnel, eh bien ça clash. Et c'est bien souvent dommage. C'est bien souvent dommage, parce que c'est l'occasion de soigner une blessure. Et moi, je vois chez mes consultantes ou chez mes consultants, il y a assez souvent les partenaires qui s'invitent, qui viennent nous donner des impressions sur le plan de l'aura. Et bien sûr qu'il y a des mémoires. On est deux êtres avec chacun nos mémoires. Donc c'est intéressant que le couple soit aussi une porte ouverte sur guérir tout cela, plutôt que d'aboutir à une impasse. Voilà. Et puis dans la lecture d'aura, sur la deuxième, on va arriver sur plus de compassion, plus de compréhension, plus une conscience plus large. Donc voilà. Ok, donc c'est pour cette année. Ok. Voilà la colère dans l'aura. Ça, c'est Barbara Brennan qui nous a montré ça. Je l'ai vu, bien sûr. Vous voyez comment la colère va atteindre le foie. Et j'ai eu un jeune homme, je voyais un canon dirigé vers son foie dans l'aura. Oui, un canon dirigé vers son foie. Et il était effectivement très colérique. Il en souffrait beaucoup d'ailleurs. Il était très colérique. On avait au-dessus des généalogies entières de militaires, de stratèges, et puis de conflits familiaux, des ruptures familiales, des clans familiaux, enfin, tout ça, ça se bagarrait sans arrêt, avec des canons. On les voyait, ils avaient un canon dans leur salle à manger, qu'ils briquaient, qu'ils astiquaient, ils déjeunaient autour. Vous voyez, la place du canon dans l'inconscient familial. Et il savait qu'il était temps qu'il s'arrête, parce que toutes les relations étaient pourries. Et il avait un frère jumeau qu'il était en train de détruire, vraiment, et ça s'est complètement réglé, son affaire. Mais il commençait à avoir très nettement mal au foie. Donc, quand la difficulté n'a pas émergé, bien, c'est le corps physique qui nous parle. Et quand mes consultants ne connaissent pas trop la vie de leurs aïeux, ce qui est parfois le cas, je leur dis, est-ce que vous savez de quoi est décédé cet aïeul dont nous sommes en train de parler depuis 10 minutes là ? Il me dit de telles choses, d'emphysème. Je lis ce qui concerne l'emphysème dans ce livre, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, et la personne me dit, ah ben ça c'est exactement ma tante Berthe. C'est elle. Eh ben oui. Voilà, à travers la façon dont elle est décédée, eh bien, elle parle de tout le vécu émotionnel dont elle était porteuse, que mon consultant, évidemment, il était à mille lieues d'avoir reconnu cela. Les aïeux, les défunts, ils disent, vous nous connaissez, mais vous ne nous reconnaissez pas. Il y a une différence, vous voyez. Et à un moment donné, il est demandé, quelque part dans le parcours de l'âme, que la personne qui est là reconnaisse, parce que la reconnaissance c'est dans le laryngé. Vas-y, tu peux passer. Voilà, chakra laryngé, le bleu ciel. Un tas de notes, puis ça sert à rien.
Chakra laryngé, oh là là, celui-là. Alors celui-là, il est directement en relation avec les mémoires. Parce qu'on a tellement de choses en travers de la gorge. Déjà, on a les choses qui nous sont arrivées dans cette vie-là. Et puis en plus, on a les choses qui sont arrivées dans les vies précédentes et qu'ils n'ont jamais racontées. Parce qu'un des points communs de nos aïeux, même de nos parents, c'est... Motus vivendi, il m'était sorti un jour, ce terme. J'ai le cas d'un monsieur, il a 68 ans. Je le vois, ils sont à table, alors ça c'est la vision, ils sont en train de manger à table, il a une 30aine d'années. Je vois le plafond s'écroule. Donc je dis, il a dû arriver un événement tragique, quand vous étiez jeune, là, il y a eu un événement tragique, il y a eu quelque chose, une perte tragique qui a concerné toute la famille. Et je vois un homme, c'était sur une falaise, qui court, qui se jette dans le vide et qui dit plutôt me taire que de raconter tout ce que j'ai vécu. Ah, il me dit ça, c'est mon père, il s'est suicidé. J'avais 30 ans. D'accord. J'ai dit, c'était à la montagne, oui, on était des montagnards. Et mon père, c'était un taiseux, donc il n'aurait pas été question qu'il dise quoi que ce soit. Donc il est mort en disant rien. Il s'est suicidé. Et je dis, vous, donc vous avez 68 ans, ça veut dire que ça fait 38 ans. Et alors vous en avez parlé à quelqu'un? Ah, il me dit, non, moi je suis un taiseux aussi. Ah bon? Oui, mais le problème, c'est que sa femme fait tentative de suicide sur tentative de suicide. Et donc il est temps de s'occuper de tout ça. Vous voyez, il est porteur de l'énergie et il cherche quelque part à reproduire l'événement pour le guérir, puisqu'il n'a jamais été évoqué cet événement. Là, on avait vraiment un cas, voilà, donc ils se sont fait soigner tous les deux, je crois, mais il était temps parce que c'était très lourd la problématique là. Alors là, le laryngé, non, ça c'est un laryngé dans le meilleur des cas. On va revenir avant. Voilà, capacité à exprimer, à recevoir, écouter et suivre son intuition. Voilà, c'est celui qui nous met en relation avec l'éther, avec l'akasha. L'akasha, eh bien, c'est tout cet espace d'information, c'est la substance primordiale où il y a toutes ces informations. C'est étonnant, puisque moi, quand les personnes viennent me voir et que je leur dis vous ne me racontez rien et que je leur raconte toute leur vie et celle de leurs aïeux, évidemment, on a les bras qui nous en tombent réciproquement, c'est inscrit, c'est comme ça. Je ne suis pas la seule, évidemment, praticienne à pouvoir aller dans l'akasha. Ce chakra, c'est le chakra des besoins non reconnus. Alors on voit beaucoup d'aïeuls, de femmes qui ont été au service, des enfants qui se sont toujours tus, qui ont toujours tout encaissé. J'avais une jeune femme, les lignées transmettaient qu'elle se mirait dans la vaisselle. Tout ce qu'elle transmettait, elle se mirait dans les carreaux, elle se mirait dans le sol, elle se mirait dans la vaisselle, elle se mirait dans l'argenterie. Voyez, ça en dit long, ça. Comment est-ce que ma consultante, elle peut arriver à être en relation avec ses propres besoins? Ben oui, mais elles ont leurs histoires aussi, nos aïeules. Ouais. Ah oui, les âmes parlent de manière incroyable. Mais on a vu ça. On les a vus. Voilà, c'était leur fierté. Et c'était comme ça. Elles avaient été formatées de cette façon-là. Et puis... ce chakra, l'âme allume la lumière bleue, ce que j'appelle la lumière bleue de ce chakra en général à la fin de la première lecture, parce que les anciens, tout ça a commencé à se dire, vous voyez, on a commencé à faire l'arbre, on a commencé à comprendre des choses. J'avais une consultante là, elle en voulait beaucoup à son grand-père. Il y avait du ressentiment, mais vraiment elle en voulait terriblement à son grand-père.
Pourquoi ? Parce qu'il avait maltraité son père. Il était très en colère. Il y avait une colère très forte chez ce grand-père. Il avait beaucoup maltraité son père qui était devenu alcoolique. Bon. Ok, on voit tout ça. Et vers la fin de ça, j'ai une vision. Je vois un petit garçon, c'est certainement son grand-père, habillé comme au siècle passé, avec une petite cape, les chaussettes, le petit short comme ça, un petit béret. Il tient la main d'un adulte qui tient un bagage. Il monte des escaliers, il frappe à une porte. Il y a une main qui ouvre la porte, qui prend la main de l'enfant, qui prend le bagage. La porte se referme et l'adulte s'en va. Je lui dis, est-ce que vous savez si votre grand-père, comment il a vécu quand il était jeune ? Est-ce qu'il a été confié pendant la guerre, par exemple ? Est-ce qu'il était orphelin ? Elle me dit, non, je ne sais pas. Ben, je lui dis, vous allez demander à votre papa. Et le soir, elle m'a mis un SMS, et ça, je peux vous dire, ça arrive très souvent, parce que l'âme montre des choses, parfois, que le consultant ne sait pas. Alors ça, on est encore plus scotché. Elle me dit, incroyable, mon grand-père était orphelin, mon père me l'a confirmé, et il ne me l'avait jamais dit. Et ça a changé complètement l'état d'esprit de ma consultante vis-à-vis de tout ça. Vous voyez, complètement. Elle a pu comprendre que peut-être, cette colère venait de la guerre, venait de cet enfant orphelin qui a peut-être été malheureux dans cet orphelinat, etc., et qui n'a eu de cesse de sortir de la colère tout le long de sa vie. Mais elle, ça a modifié totalement sa position, complètement. Voilà. Par contre, on ne comprend pas pourquoi son père ne l'a pas dit. Pourquoi lui, il ne l'a pas dit, ça, vous voyez, c'est resté là. Pourquoi il ne l'a pas dit ? Vous voyez, les choses qui restent, les choses qui ne sont pas dites, elles restent dans l'arbre et elles agissent sous forme d'énergie qui vont répéter l'événement. Donc c'est important que, voilà, c'est un moment où souvent les consultants recherchent les noms et prénoms de leur grand-père, de leur grand-mère, de leurs arrière-grands-pères, les dates de naissance, ils vont sur les tombes, ils cherchent à revoir un petit peu tout ça, et puis surtout ces visions symboliques qu'ils ont en commun, puisqu'en fait nous sommes, nous avons quelque chose en commun avec ces visions. Ce chakra laryngé. Je voyais une grand-mère dont on parlait depuis un petit moment. Elle disait, le chakra laryngé, c'est comme une serrure. Quand on l'ouvre, ça grince, ça grince, ça grince. Elle disait comme ça, la petite vieille, sur mon consultant. Et alors je lui dis, vous grincez des dents, vous ? Il me dit, ah oui, moi je grince des dents. Ah ben toute la famille grince des dents. Les choses qui nous sont restées en travers, et Dieu sait s'il y en a. Voilà, on va passer. Dans ce chakra bleu ciel, alors la même chose, quand l'âme allume cette lumière bleu ciel, eh bien elle se répand dans l'aura et ça veut dire que je vais rentrer plus en relation avec mes propres besoins, les reconnaître, les respecter, m'affirmer aussi, oser dire oui ou non. Affirmer ce dont j'ai besoin moi, et puis écouter aussi, parce que c'est le chakra de l'écoute. C'est pas unilatéral, je suis aussi en mesure d'écouter, voilà. Et puis, en ayant parlé des aïeux et des aïeules, certaines choses se sont exprimées et je peux retrouver ma capacité à être en relation avec moi-même et avec les autres de manière juste et saine, voilà. Après, ce chakra, c'est le chakra qui nous met en relation avec le 5e élément. Donc, c'est celui qui nous permet d'accueillir les énergies de lumière. Barbara Ann Brennan nous dit, laissez, c'est quand même une physicienne à la NASA qui nous dit ça, laissez les guides spirituels pénétrer dans votre champ par le chakra de la gorge. Et c'est la proposition de la lecture d'aura, bien sûr. Cette proposition n'est pas juste de refaire les arbres généalogiques, de voir ce que nous avons en commun au niveau symbolique, parce que, je vous le rappelle, cette symbolisation est très puissante. Votre âme prend plusieurs éléments, de plusieurs événements, de plusieurs, de plusieurs personnes, et elle en fait une vision symbolique où on retrouve plein de choses. Donc cette symbolisation, elle est très puissante, et déjà en elle-même, elle va nettoyer la subconscience comme le fait le rêve.
Hein, elle est vraiment porteuse d'enseignement déjà, la symbolisation. Et surtout parce que le consultant qui est là, il dit « Ah ben non, et puis tout ça, moi j'en veux plus. Hein, » Donc ça vous renforce, ça vous renforce puissamment dans votre enracinement et dans votre détermination aussi. Parce que tout ceci s'est vécu, eh bien moi je veux vraiment vivre autre chose. Ici nous sommes dans un... C'est une vraie photo aurique ça. Nous sommes dans un chakra turquoise, et ce chakra turquoise, eh ben, c'est le turquoise pour moi dans une lecture d'âme, et je vois le turquoise chez mes consultants, je le vois en général à la deuxième lecture. Ce turquoise est signe que la personne qui est là est en accord pour recevoir et se nourrir de l'énergie lumière et de l'énergie universelle, vous voyez. Elle a commencé à déblayer suffisamment de blocage, de poids pour pouvoir le faire. Il y a un apprentissage de se nourrir de l'énergie terre, du souffle, et puis de l'énergie lumière, de l'eau, de la purification de l'eau, du feu, etc. Voilà. Donc à un moment donné, nous devenons des transmetteurs de tout ceci, et c'est le turquoise. Pour moi, le turquoise signale que cette âme est déjà en phase où elle va pouvoir communiquer avec les autres au niveau du lumineux. Vous voyez, du plan lumineux. Je suis digne de recevoir. Alors là, que d'indignité chez nos aïeux. Qu'est-ce qu'ils ont pu se sentir indignes. Je peux enfin exprimer mon être, réaliser ma relation avec l'univers, accueillir les énergies, respect de mes besoins, etc. Sentiment d'indignité, d'humiliation. On voit beaucoup d'humiliation dans ce chakra, au-dessus. Beaucoup. Et même dans celui-ci, d'ailleurs. Parce que bien souvent, même dans nos enfances, on a subi de l'humiliation. Donc qui va amener de la difficulté à s'exprimer, de la mésestime. Et donc je dissimule mes vrais sentiments. Ici, c'est le chakra des secrets de famille. Les secrets de famille. Alors, les secrets de famille, c'est pas forcément des choses pas jolies. C'est toutes ces émotions qui sont restées là. Je voyais un monsieur, j'avais la consultante, je voyais au-dessus, je voyais un monsieur, il avait la bouche, il bourrait sa bouche de chiffon, remplissait comme ça, il mettait du scotch dessus. Elle me dit, ah bah oui, c'est mon arrière-grand-père, il était bidou à Bruxelles. Vous savez ce que c'est, bidou? C'est chef chiffonnier. Et je vois la descendance, c'est pareil, ils ont tous du chiffon dans la bouche avec un scotch dessus. Mais elle me dit, oui, on travaille tous dans le chiffon. On est tous dans la couture. Et effectivement, il n'y en a pas un qui exprime ses émotions. Vous voyez, ça datait déjà du bidou, de l'arrière-grand-père. Et puis certainement au-dessus aussi, bien sûr, parce qu'au-dessus c'est encore pire. Voilà, il faut que je sois conforme. Dans ce chakra, souvent, il y a ce que nous appelons en énergétique des épines. Des choses qui sont restées levées là-dedans, et on peut accompagner l'extraction de ces épines dans les séances. On le sent, la personne se met à tousser, vraiment c'est très très sensible ces épines énergétiques. On connaît ça en soins énergétiques. On voit des carcans aussi, des choses qui sont, ou des personnes qui sont vraiment dans le mutisme. J'avais là une jeune fille. C'est aussi le chakra où il y a les addictions, l'alcoolisme, les drogues, les cigarettes, le mutisme, l'anorexie, la boulimie, enfin tout ça. C'est aussi sur ce chakra-là. Cette jeune fille qui est là, je vois une grand-mère qui ouvre des placards, c'est certainement au moment de la guerre, et tous les placards sont vides. Visiblement, elle cherche à manger, mais il n'y a rien à manger, les placards sont vides. On voit, elle se tient comme ça, elle est angoissée. Elle me dit, oui, ça c'est ma grand-mère, elle a connu la famine pendant la guerre. Après, je vois qu'elle-même, elle a beaucoup de mal à s'alimenter, que ça passe pas. Et je découvre donc qu'elle a été anorexique pendant 20 ans.
Qu'est-ce qui fait que cette jeune fille qui est née dans l'abondance, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, s'est mise à la famine comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait un héritage de cette grand-mère, un héritage émotionnel? En tout cas, toutes les deux, dans l'arbre, on avait le terme de famine, vous voyez. Pas pour les mêmes raisons, mais il y avait... Et d'ailleurs, elle a été bien dégagée par rapport à ça. Elle n'avait pas fait la relation avec la famine de sa grand-mère. Voilà, c'est le chakra où je m'écrase. Souvent, dans les lectures d'âme, je vois l'âme qui ouvre des secrétaires, des secrets qu'il fallait taire. Des fois, c'est difficile, on voit ça résiste. Ça résiste. On ouvre des secrétaires. Des fois, l'âme dit, je ne trouve pas les clés. Voilà. Ça vous parle bien, hein, ce chakra. C'est un chakra qui est douloureux souvent, pour nous tous et nous toutes. Hein. Parfois dans les lectures d'aura, j'ai la voix complètement voilée. Comme je suis en effet miroir sur vous, hein, tout d'un coup j'ai la voix qui se voile complètement. Je suis en effet miroir sur la personne qui est là. Donc il y a cet aspect très bénéfique aussi pour la personne de retrouver l'usage de son laryngée petit à petit. Voilà, le chakra du cœur, voilà. Alors le chakra du cœur, il ne va pas tellement nous parler ici, dans cette histoire, dans cette relation ensemble, de l'amour que nous avons pour les autres, mais il va nous parler de la carence d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et oui, c'est surtout de cela. C'est surtout pour cela que nous allons aborder le chakra du cœur, enfin que l'âme va l'aborder. Hein? Elle dit souvent, et toi, où en es-tu de l'amour de toi? Oh, bonne question. En général, c'est le vert, je le vois comme un bandeau vert autour, puis ici il n'y a rien, c'est nu. Ça ne nourrit pas la personne. Hein, donc il y a un moment où nous avons à nous aimer suffisamment. Je parle à nouveau pas de l'ego, hein, mais à aimer ce plan. Voilà. À être en amour avec nous-mêmes réellement. Hein, c'est celui-là. Voilà. Bien sûr que c'est le chakra de nos relations avec les autres. Ça, nous le savons. Avec tous les règnes. C'est aussi le chakra de l'intelligence du cœur. Hein, qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? C'est quand je rentre dans la compréhension que ce qui se passe fait effet miroir avec moi. Hein, il y a une notion d'effet miroir. C'est-à-dire, c'est fini de dire c'est de ta faute et c'est toi. Non. S'il se passe ça, ou si la personne me fait ça, c'est qu'il y a un effet miroir avec moi. Il y a quelque chose qui est en effet miroir avec moi. Et là, ça commence à devenir très très intéressant, les relations. Vous connaissez ça un peu, je suppose. C'est pas toujours un exercice facile, mais il apporte beaucoup de bénéfices. Oui. Voilà, question. Alors ça, c'est encore une vraie photo. Là, je l'ai appelé un cœur compassionnel. Les guides qui sont ici sont des guides du cœur compassionnel. Bien sûr, c'est une vibration qui est dans la vibration du rose, hein, puisque le chakra du cœur, il est vert et rose. Voilà. Donc, je vois ça chez mes consultants, hein, c'est très répandu, le rose. Je le vois au premier toucher aurique, mais on l'aborde dans la deuxième lecture d'âme, parce qu'une chose après l'autre. Mais la proposition est vraiment de s'ouvrir à cette intelligence compassionnelle et à cette relation compassionnelle qui dit, mais qui suis-je moi pour juger finalement, hein? Quel tenant, quels aboutissants ai-je donc pour pouvoir juger? Voilà. Donc, ça c'est ce que je nous souhaite aussi à tous et à toutes, hein, ce rose de la compassion qui va permettre de zoomer beaucoup plus large et d'amener une énergie de guérison beaucoup plus, je n'aime pas le terme d'efficace, hein, efficiente, je dirais.
Voilà. Voilà, parfois on a de la difficulté à se sentir aimé. Ben oui, il y a des histoires. On ne s'est pas senti aimé comme on aurait souhaité être aimé. Ou on a des peurs relationnelles. Voilà l'effet miroir, comme je vous l'ai dit. Voilà. Dans le rose, il y a la compassion, la consolation et le pardon. Par la compréhension de ce qui s'est transmis en ascendant. Par les ascendants. Le pardon, c'est pas quelque chose qu'on va... Souvent, je dis à mes consultants, et alors ? Vous en êtes où ? C'est bloqué ? C'est fini ? Et votre maman ? Là, j'ai eu cette semaine une consultante, elle était assez prête à pardonner des choses, mais la maman, non, fermé complet, au-dessus. Donc, il y a un processus qui se met en route où, voilà, il va pouvoir peut-être y avoir de l'échange et voilà, arriver à de la compassion pour que cette petite dame qui est totalement bloquée, elle puisse s'en aller allégée, vous voyez. Parce que si on part avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Le mieux, c'est quand même de partir bien allégé et de permettre aussi à nos mémoires ou à nos aïeux ou même à nos géniteurs de s'alléger. Voilà. Alors le chakra dit du troisième œil. Toutes ces visions, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la vision éthérique. C'est difficile d'expliquer exactement ce que c'est. Pour les personnes qui sont médiums ici, c'est des visions qu'on a entre deux, comme ça. C'est pas avec l'œil, vous voyez, c'est pas avec l'œil physique. On pourrait dire c'est avec cet œil-là. Dans les lectures d'âme, l'âme s'approche de vous, elle touche ce chakra, elle vous dit c'est parce que tu peux rentrer dans la clarification, tu peux rentrer dans la conscience, tu peux rentrer dans la responsabilité. C'est pour ça qu'on voit tout ça ensemble. Mais c'est parce que tu es au moment où tu peux le faire. Voilà. C'est ce chakra. Ce chakra, c'est aussi celui qui est lié au mental. Et le mental, on le voit souvent. Le mental, je le vois souvent comme une montgolfière qui nous emmène. Je vois les consultants, ils ont rien. Ils partent, ils n'ont pas les cartes du ciel, ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas la boussole pour s'orienter. Évidemment, on a des accidents comme ça. Il y a trop de mental. Il y a trop. Où je vois arriver l'âme, elle a les jupes qui volent. Il y a plein de souffles en dessous, il y a des jupes qui volent. Il y a plein de façons de... C'est le souffle, c'est l'air. Il y a trop d'air et pas assez de terre. Ce qui fait que voilà, on est dispersé, on fait plein de choses, on ne se pose pas. Ou le mental, il déforme la réalité, il déforme le réel. Je vois souvent à ce moment-là que l'âme vide les greniers. Elle vide les greniers, elle vide les coffres, elle brûle, elle trie, elle archive, elle ne veut plus garder tout ça. C'est le chakra aussi où on a des formes pensées. Vous savez ce que c'est, des formes pensées ? C'est des pensées, on y pense tellement qu'elles deviennent une forme, et de ce fait, elles créent l'événement que nous redoutons. J'avais là une magnifique consultante, son âme montre ceci. Elle dit, toi, tu veux planter la plus belle fleur du monde. Donc tu choisis la meilleure graine du monde. Tu vas l'exposer dans le meilleur endroit qui soit. Tu lui mets la meilleure eau qui soit. Enfin, puis tu la nourris, tu t'en occupes avec un amour illimité. On voit toutes les qualités qu'elle a, cette magnifique consultante. Et on voit la tige qui commence à émerger, le bouton qui commence à émerger et la fleur qui s'épanouit. Et c'est évidemment la fleur la plus belle du monde. Et que fait-elle ? Elle sort un ciseau de sa poche et elle la coupe. Elle a un programme d'auto-sabotage, ça s'appelle comme ça.
un programme d'auto-sabotage qu'elle a tout à fait reconnu. Hein? Donc, alors, si elle a le programme d'auto-sabotage, évidemment, hein, c'est que au-dessous, il y a eu des sabotages. Hein? Vous voyez comment on peut s'auto-saboter. Hein? Oui. Voilà, ce chakra, c'est aussi le chakra de notre conscience intuitive. Donc, c'est un chakra qui est... C'est pas que le chakra du mental, c'est aussi le chakra de notre conscience intuitive. Et donc, il a sa place dans les énergies que nous recevons et qui nous permettent d'être très, très potentiels. Voilà, je vois. Alors, c'est le chakra où on est dans la confusion. Hein. Voilà. Où on reste superficiel. Le mental est brouillé ou suractif. On est influençable. Trop d'air, pas assez d'enracinement. On va avoir une perception plus fine et plus subtile. Se dégager du mental. Devenir co-créatif, co-responsable. On va faire l'effort de s'élever, de consacrer du temps et de l'énergie dans son quotidien à ceci, à cette belle œuvre. Voilà, là, comment Anne-Laure Givaudan nous montre des formes pensées dans l'aura. Hein. Voilà, c'est des charges, comme ça, que nous pouvons voir. Moi, je suis nulle, moi, je suis indigne, etc. Le chakra couronne, celui-ci, expérience de la conscience universelle, d'être en unité. Alors, ce chakra, il se montre de plusieurs façons dans cette lecture. À la fin de la première lecture, quand l'âme a allumé sa lumière rouge, je vois le violet qui descend. L'âme me dit, on a l'équilibre ciel-terre, on peut y aller. Voyez ? Elle se remplit de violet. Le violet, c'est aussi la guérison holistique. Hein, c'est l'énergie du Reiki. Dans le Reiki, on dit que le Reiki a une fréquence sur le violet. Voilà. Donc, voilà. Après, ça va être le chakra, où on peut avoir de la médiumnité éventuellement. Pas systématiquement, pas obligatoirement, mais ça peut se développer. J'ai une de mes consultantes, je la voyais, alors sa sœur s'était suicidée, ce qui a été une grosse difficulté, et je la voyais aller au cimetière, ça c'était une vision. L'âme lui a dit, voilà qui tu deviens. Elle rentrait dans le cimetière tout en violet, c'est-à-dire ça nous disait qu'elle était vraiment dans sa phase de guérison, de service et de médiumnité, et toutes les âmes des disparus montaient. Toutes les âmes du cimetière montaient par sa simple présence. Ça nous disait qu'elle était passeuse d'âme. Elle ne le savait pas, et bien elle a été tout à fait ouverte à cette information. Le violet aussi me signale que cette âme qui est là est revenue pour servir. Elle est revenue pour se remettre encore une fois au service. Et de son propre accomplissement, et partant de l'accomplissement des êtres qui... Voilà. Parce que les guides qui sont ici disent, c'est l'information qui est inscrite dans votre aura, dans votre champ, qui est utile aux autres. Si vous avez dans votre champ l'information de la guérison, vous allez, c'est ça que vous allez transmettre aux autres, vous comprenez ? C'est pas d'aller essayer de faire du bien aux autres sans que vous l'ayez fait pour vous d'abord. Vous transmettez l'énergie qui est inscrite dans votre champ. Ça, c'est très, très, très important. Et ils disent aussi, le karma familial se résout lorsqu'il y en a un dans la lignée qui commence le processus de déblocage des émotions. Et comment le fait-il ? Eh bien, il le fait en accédant à sa propre croissance et à son propre rayonnement. Hein, ceci s'inscrit dans le champ et va rayonner autour de nous. Vous voyez, ça part vraiment de ce qui se passe en nous, d'un processus qui se passe en nous. C'est là où nous sommes quand vous venez dans cette lecture d'âme. C'est là où vous êtes, et c'est là où vous êtes accompagné. D'un processus qui se passe en vous et qui va rayonner sur les autres. Que les autres vont venir chercher cette information chez vous, mais ils vont venir la chercher parce qu'elle est inscrite. Tout ça, c'est le violet. Donc le violet, c'est aussi le service. Voilà, merci.
Voilà, voilà, c'est la guérison holistique, comme je vous l'ai dit. Hein. Service des autres, je viens de vous le dire. Voilà, équilibre tertiel, nécessaire à la réalisation. Hein, ces guides disent aussi souvent, vous êtes beaucoup trop enamourés du spirituel, de tout ça. Hein, vous devez revenir dans vos racines. Voilà. On y va. Voilà, ça c'est une vraie photo aurique où on voit du violet et de l'orange, c'est sympa. Barbara Ann Brennan nous décrit ce qui se passe dans ses soins. Bon, je pourrais dire qu'il se passe la même chose dans les nôtres, bien que moi je ne pose pas les mains sur les personnes. Hein. On a bien ces présences qui coopèrent totalement. Bien sûr, c'est grâce à ces présences que ces champs, on va dire ces champs de conscience élevés, que ceci est possible. Soigner son âme et celle des défunts, oui, à un moment donné, ça devient, voilà, je vous ai parlé assez longtemps des défunts, de la présence des défunts. Voilà un arbre. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, on a mes 4 jeunes filles là où la descendance est arrêtée. Il y a le papa, il y a la maman. Là, il y a la grand-mère. Ici, une grand-mère, elle a de la haine, de la colère, de la frustration, énormément, vis-à-vis de l'arrière-grand-mère qui a eu 10 enfants. Donc cette grand-mère-là, elle a été très malheureuse dans sa fratrie, parce qu'elle était dans les filles aînées. Et comme dans toutes ces familles, eh bien, elle a dû simplement faire la maman des autres, et sacrifier toute sa jeunesse pour cela. On la voit à un moment donné, elle est à l'école. Cette grand-mère, elle adore l'école, elle regarde la maîtresse avec des yeux comme ça, elle voudrait étudier, elle voudrait être institutrice, ça se voit. Cette grand-mère, elle voudrait vraiment continuer d'étudier, elle est en galoche, elle est déguenillée, elle n'a pas de cartable, on la voit, elle s'en va, elle quitte l'école alors que les autres, on leur donne la croix d'honneur, vous voyez. Il y a plein de choses qui s'inscrivent à ce moment-là chez cette grand-mère, dans la haine vraiment de sa condition, quoi. Quand sa fille, c'est-à-dire la mère de ma consultante, se trouve enceinte à 18 ans, elle l'oblige à avorter. Elle l'oblige à avorter. Vraiment. Il n'y a pas le choix. Et or, à ce moment-là, la maman est en couple avec le père, hein, avec ce jeune homme, mais comme il n'a pas de situation, ceci, cela, eh bien, il n'est pas question d'avoir l'enfant. Cet événement-là, quand la vision commence, je vois le père, il est sur un escabeau, il cherche dans un placard très haut, il cherche quelque chose et il nous sort un poupon. Tout abîmé le poupon, hein, donc c'est ce bébé, c'est cette histoire qui sort. Ils n'en ont jamais beaucoup parlé, lui il a toujours beaucoup de haine vis-à-vis de sa belle-mère. Il lui a toujours reproché, il lui a dit s'il faut, c'était un garçon que j'avais eu. Enfin, il y a eu une haine terrible à cause de cet événement, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la grand-mère voilà. Bon. Alors là, on est en processus sur ces 4 jeunes filles parce que là c'est coupé. Ça saute tellement au visage, cette haine-là, de cette grand-mère, elle nous saute au visage en aurique, que vraiment il y a quelque chose à dégager. Sur la grand-mère paternelle, il y a aussi 9 enfants. Donc il y a vraiment des problématiques au niveau de ce qui se transmet à travers la génitalité. Non, tu passes. Ah oui, là, alors ce monsieur, je vois qu'il est pris à la gorge comme ça. Là, il y a une main qui serre très fort sa gorge à mon consultant. Alors quand je vois une main qui serre une gorge, ça peut serrer plusieurs gorges, hein, on est d'accord. Il y a des choses qui sont restées en travers. Il s'est senti abandonné à l'âge de 14 ans. On voit, il y a un abandon, il y a une répétition avec la mère, hein, qui elle aussi a eu un abandon. Il s'est senti abandonné parce que, dit-il,
Ses parents l'ont largué dans un collège, ils se sont débarrassés de lui dans un collège où il passait des années entières sans revenir, donc il s'est senti abandonné. Et là je vois la maman en question. Je vois, c'est une petite dame, elle est dans des tâches très serviles, élastiques, elle balaye, elle a des tabliers, elle est dans une espèce de collège, elle regarde les professeurs avec admiration, le proviseur, les grands messieurs, les grandes dames pour elle, mais elle n'a pas accès à ça. Et son mari, c'est pareil, ils sont tous les deux, voilà. Et on les voit, ils mettent un sou, puis un sou, puis un sou de côté, les uns après les autres, et ils rêvent que leur fils soit un ingénieur. Ils rêvent que leur fils jamais ne soit dans la condition où ils sont eux. Et alors il me dit, vous croyez? Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas débarrassés de moi? Ben, je dis, mais pas du tout. Vos parents, ils ont souffert de cette servilité, ils voulaient que vous soyez vous aussi un grand monsieur. Il s'est mis à pleurer, le bonhomme. Il a 74 ans. Il m'a dit, je ne l'avais jamais vu comme ça. Bon, il n'a pas été ingénieur, mais ça c'est autre chose. L'histoire là, après, alors je le voyais, lui, son âme arrive, elle dit, moi je veux être un oiseau. Hein, il déployait ses ailes comme ça, elle courait, puis elle se jetait dans le vide, et puis boum, évidemment, il y avait des accidents. Son âme lui dit, oui, mais quand on est un oiseau, il faut connaître les lois de l'aérodynamie. Donc on voit, il a plusieurs accidents, où il se fracasse beaucoup. Oui, il dit, c'est vrai, j'ai eu des accidents, je me suis beaucoup fracassé. Puis à un moment donné, je vois ça fait une torche comme ça. Je dis, il y a des histoires avec des parachutes chez vous? Il me dit, oui, mon père, il était là, à Sainte-Marie-de-la-Mer, là, quand il y a eu tous les parachutés, là, au moment de la guerre, là, au moment du débarquement. Il était là, et lui, il a pris une balle dans la gorge. Alors, je lui demande de quoi il est mort, son père. Il me dit, il est mort d'un cancer du côlon. Je regarde, cancer du côlon. J'ai l'impression d'être pris à la gorge. Et alors, ici, là, il est mort aussi d'un cancer du côlon, le grand-père maternel. On a 2 cancers du côlon, on a l'impression d'être pris à la gorge. Parce que je ne sais pas où il est allé chercher les symbolisations, Martel, mais on a vraiment des choses qui se rapprochent. Voilà, puis on va en voir un 3e. Alors là, c'était aussi... Cette dame, je vois, il y a un énorme rideau noir qui est tenu par des mains très 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 puissantes qu'elle cherche à ouvrir. Hein, c'est très large, hein, large au moins comme ici. Ça me dit, il y a eu beaucoup d'histoires, ça vient de loin, et il y a certainement eu beaucoup de deuil. Oui, il y a eu beaucoup de deuil, on les voit, il y a eu beaucoup de deuil. On voit tous les deuils, des pertes difficiles. Elle est là, elle veut ouvrir ce rideau. Hein, elle est là, elle veut absolument, puis elle commence à y arriver. Hein, dans cette vie-là, elle veut plus vivre derrière ce rideau. Puis on voit, il y a toutes les familles avec elle derrière le rideau. Et elle y arrive, et on voit le soleil qui commence à passer à travers la vitre. Et là, il y a une grand-mère qui fait, oh non, fermez ce rideau, il y a trop de soleil, non, fermez ce rideau. Elle me dit, ah oui, c'est ma grand-mère, elle est morte aveugle. Oh, d'accord. Et puis j'en vois plusieurs, ils se touchent, non, fermez le rideau, on ne peut pas. Il y a eu plusieurs glaucomes dans cette famille. Il y a des problèmes d'yeux dans cette famille, beaucoup. Il y a une difficulté à pouvoir être en relation avec la lumière. Son fils, il est ophtalmologiste. Bon, c'était quand même... Ah, j'en ai une autre savoureuse comme ça. Là, c'est drôle. C'est une petite dame que j'ai là, et je vois des roulottes dans son aura. Je vois des roulottes. Alors je lui dis, vous savez s'il y avait des anciens qui étaient en roulotte? Elle a été vexée. Elle me dit, comment? Oh, mais nous, on n'a jamais été dans des roulottes chez nous, hein? Jamais de la vie. Elle était un peu vexée. Je dis, bon, écoutez, moi j'ai vu des roulottes. Je la revois 6 mois après. En me voyant, elle se jette dans mes bras, elle éclate de rire, puis elle me dit, vous savez Marie, l'histoire des roulottes, si vous saviez. J'en ai parlé à mon aïeul. Donc l'aïeul doit être centenaire, vous voyez, c'est-à-dire l'aïeul, elle a 2 générations au-dessus d'elle, qui elle a encore 2 ou 3 générations au-dessus. Donc l'aïeul, elle a connu 3 générations au-dessus.
Et l'aïeule, elle lui dit, non, non, mais elle t'a pas raconté des blagues, ta médium. Tes arrière-grands-parents, ils allaient de village en village, ils vendaient des fleurs avec des roulottes. Elle me dit, vous savez pas la meilleure? Ben, mes enfants sont fleuristes. Ça, c'était joli. Voilà. Ben voilà ce que c'est Barbara Ann Brennan qui nous parle du corps céleste, un corps de lumière. C'est notre corps de lumière. J'ai déjà vu ça sur des personnes. Hein, cet éblouissement de lumière qui est tout à fait à notre portée. Hein, quand ce processus, à partir de la fin de la deuxième lecture d'âme, il y a vraiment cet accueil possible des énergies de lumière qui va être tout le processus, tout le parcours de notre vie, bien sûr. Mais nous sommes vraiment tout à fait ouverts et ça devient tout à fait possible. Et je le vois réellement chez mes consultants et mes consultantes qui deviennent très actifs dans la réalisation de leur lumière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'exprimer ? Parce que je ne vais pas tarder à terminer. Encore 5 minutes. Alors, vous avez peut-être entendu parler du processus des annales akashiques. En lecture aurique, nous sommes dans les annales akashiques, bien sûr, mais d'une autre façon, avec un autre processus. Dans le processus des annales akashiques, vous venez en posant des questions. C'est différent, c'est pas la même chose. Dans le processus de la lecture aurique, rien. Vous ne venez avec aucune question, rien, vous laissez tout à la porte, c'est l'âme qui s'exprime. Hein. Donc souvent, les personnes m'interrogent, je dis écoutez, commencez par les lectures d'aura, parce que vous aurez peut-être vous aurez certainement des réponses qui feront que vous n'aurez pas à passer par le processus des lectures akashiques, des annales akashiques. Voilà la différence entre les deux procédés, je voulais vous le dire, ça. Voilà, bon, ça vous le savez, puisque je viens d'en parler globalement. Voilà, ça aussi on peut passer. Voilà, alors, généralité sur la lecture, elle est totalement enregistrée. Cette lecture, vous réécoutez, bien sûr, parce qu'en réécoutant, vous retrouvez l'énergie de ce processus et il se poursuit. Hein, il n'est pas fermé dans le temps. Quand vous venez, les guides qui sont ici, ils vous disent, vous venez ici parce que vous avez fait la moitié du chemin. Hein, c'est possible parce que vous avez fait la moitié du chemin. Vous ne faites pas que le commencer, le chemin. Vous l'avez déjà bien initié. Voilà. Hein. Les effets, bien sûr, vont se faire sentir longtemps après. La deuxième lecture est en général 4 mois après. Voilà. Elle peut être réalisée, bien sûr, par Skype sans aucun problème. Hein. Aucune difficulté, je fais du Skype avec beaucoup de pays dans le monde et beaucoup de départements en France. Voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, personnellement. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Éventuellement, j'ai une question, c'est intéressant, et quand vous dites photo, réelle, photo, pour c'est un cliché. Oui, tout à fait. On peut faire des photos auriques, bien sûr. Pardon, monsieur? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas. Moi, mes yeux me suffisent, mais il y a des personnes équipées pour prendre des photos auriques. Des fois, on en trouve sur les salons. Autre chose? Est-ce qu'il y a une question encore? Bon. Écoutez, gratitude, merci d'avoir partagé ce moment. Voilà, je suis à votre disposition. Pour les prises de rendez-vous, il y a un petit peu d'attente, mais nous vous demandons de la patience. Hein, voilà. Parce que je ne reçois qu'une personne par jour, ça c'est déjà un code de déontologie. Et puis, quand on est vraiment dans ces espaces, c'est pas possible de faire autrement de toute façon. C'est pas possible. Pardon? Non, Montauban. Oui, Montauban. Voilà, eh bien bonne route, bon chemin et à une autre fois.